On vous a montré l'Afrique 1000 fois, toujours la même image, la sécheresse, les ventres gonflés, les regards vides. Un continent qu'on résume à ses plaies. Mais voici ce qu'on ne vous montre pas. Kigali, où des drones autonomes livrent du sang aux hôpitaux en moins de 30 minutes. Dakar, où une génération de développeurs réinvente l'économie numérique. Accra, Lagos, Nairobi, des métropoles qui avancent, qui créent, qui innovent. L'Afrique n'est pas en retard, on la retient. Et ce documentaire va vous montrer comment. Le 29 mars 1947, près de 2000 Malgaches se soulèvent contre l'administration coloniale française. La réponse sera d'une brutalité systématique. Exécutions sommaires, villages incendiés, population déplacée par dizaines de milliers. Les historiens estiment entre 30 000 et 100 000 morts. Un Malgache sur 40 a été tué. Du côté français, 550. Ce massacre, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Et c'est précisément le problème. L'histoire de l'Afrique est racontée par ceux qui l'ont colonisée. Les succès sont invisibilisés, les responsabilités effacées. Et quand le continent apparaît dans les médias occidentaux, c'est presque toujours à travers le prisme de la catastrophe, jamais celui de la résistance. Pourtant, au Rwanda, la société Zipline a effectué plus d'1 million de livraisons médicales par drone, desservant 517 centres de santé et couvrant 11 millions de personnes. C'est le premier réseau national de livraison autonome au monde, pas aux États-Unis, pas en Europe, au Rwanda. Mais cette réalité dérange un certain récit. Parce que si l'Afrique est capable d'innovation de pointe, alors il faut expliquer pourquoi elle reste piégée dans la pauvreté. La réponse ne se trouve pas sur le continent, elle se trouve dans les institutions qui prétendent l'aider. Washington, district de Columbia. Deux bâtiments massifs se font face sur la 19e rue, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Depuis les années 80, ces institutions ont imposé à des dizaines de pays africains ce qu'on appelle des programmes d'ajustement structurel. Le principe, en échange de prêts, les gouvernements doivent réduire drastiquement leurs dépenses publiques, privatiser, déréguler, ouvrir leurs marchés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1986 et 1996, les dépenses d'éducation par habitant dans les pays africains sous programme du FMI ont chuté de 0,7% par an. Au Zimbabwe, les progrès en santé et éducation des années 80 ont été purement et simplement annulés. En Côte d'Ivoire, l'intensité de la pauvreté a doublé pendant la période d'ajustement. Et pendant que les budgets sociaux étaient saignés, la dette, elle, continuait de grimper. De 71% du revenu national brut en 1985 à 88% en 1995. En 1997 et 1998, l'Afrique subsaharienne a transféré plus d'1 milliard de dollars net au FMI. Le débiteur finançait le créancier. En 2024, 94% des pays africains sous programme du FMI et de la Banque mondiale ont encore réduit leurs dépenses de santé, d'éducation et de protection sociale. 40 ans plus tard, la recette n'a pas changé. La République démocratique du Congo possède 70% des réserves mondiales de cobalt, le minerai indispensable aux batteries de vos téléphones, de vos ordinateurs, de vos voitures électriques. La demande mondiale devrait quadrupler d'ici 2030. Mais entre 150 000 et 200 000 mineurs artisanaux, les creuseurs, extraient ce cobalt à main nue, sans protection, au risque de cancer, de maladies respiratoires, de malformations congénitales chez leurs enfants. Le cobalt quitte la RDC par des circuits de contrebande organisés. Le pays perd environ 1 milliard de dollars par an rien que sur ce minerai. Mais le cobalt n'est que la partie visible. À l'échelle du continent, les flux financiers illicites drainent 88,6 milliards de dollars chaque année, selon les Nations Unies. C'est 3,7% du PIB africain, plus que l'aide au développement reçue. Depuis 1980, plus de 1300 milliards de dollars ont quitté l'Afrique subsaharienne de manière illicite. L'argent sort, les matières premières sortent. Ce qui reste, ce sont les trous dans la terre et les poumons des creuseurs. Delta du Niger, Nigeria. La nuit, les torchères des plateformes pétrolières illuminent le ciel comme des incendies permanents. Ce paysage, les communautés locales le subissent depuis plus de 70 ans. Depuis les années 50, plus de 7000 déversements pétroliers ont été recensés dans le delta. 1,5 million de tonnes de pétrole brut ont souillé l'écosystème, l'équivalent d'un Exxon Valdez chaque année pendant un demi-siècle. Entre 2011 et 2022, 10 463 incidents ont rejeté plus de 500 000 barils de pétrole dans l'environnement. Pour donner l'échelle, en 40 ans, l'Union européenne a connu 10 déversements.
Le Nigeria en a connu 9 343 en 10 ans. Shell, le principal opérateur, a lui-même rapporté 1010 fuites depuis 2011. Mais Amnesty International a démontré que la compagnie sous-estimait massivement l'ampleur des déversements. Les nappes de pétrole couvrent les rivières, les terres agricoles sont mortes, les pêcheurs remontent des filets vides. Et pendant que le delta agonise, les dirigeants des compagnies pétrolières parlent de partenariat et de développement durable. Les ports africains tournent à plat régime. Les porte-conteneurs chargent des matières premières, cobalt, or, pétrole, cacao, café, bois, et les emportent vers l'Europe, la Chine, l'Amérique, brutes, non transformées. La valeur ajoutée, elle, se crée ailleurs. La dette extérieure du continent dépasse les 650 milliards de dollars. En 2024, le service de cette dette a atteint 103 milliards. 18,7% des revenus gouvernementaux africains sont absorbés par le remboursement de la dette extérieure, 3 fois plus qu'en 2014. Entre 2024 et 2030, le service de la dette représentera 137% des dépenses de développement annuelles du continent. L'Afrique rembourse plus qu'elle n'investit dans son propre avenir. Mais partout, des résistances s'organisent. Au Rwanda, des zones économiques spéciales transforment le cobalt sur place. Au Kenya, en Éthiopie, au Sénégal, des usines de transformation locale changent l'équation. Des voix s'élèvent pour exiger des accords commerciaux équitables, l'annulation de dettes illégitimes, la fin de l'hémorragie financière. Ce plan résume tout. Au premier plan, un township. À l'horizon, les gratte-ciel d'un quartier d'affaires. La richesse est là, elle a toujours été là. Mais entre ceux qui la produisent et ceux qui en profitent, il y a un système. Un système construit pour extraire, pas pour partager. Le nommer, c'est le premier pas pour le démanteler.